13h, le journal. Madame, monsieur, bonjour. Dans les titres, ce mercredi, la Côte d'Ivoire, modèle de résilience économique en Afrique. L'une des conclusions du panel de haut niveau ouvert à Abidjan en marge de la remise du rapport 2024 sur le développement économique en Afrique de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le compte rendu dans ce journal. Les préparatifs de la rétrocession prochaine du 43e BIMA aux forces armées de Côte d'Ivoire. Il sera baptisé du nom du général Ouattara Thomas Dakin, le tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Et avant le départ de l'armée française, dans quelques jours, l'armée ivoirienne travaille à établir l'identité nationale ivoirienne dans ce camp de 232 hectares. Et puis à l'international, l'Afrique du Sud envoie du renfort militaire en RDC après la mort de 14 de ses soldats tués à Goma lors des combats contre le M23. Opération dont la plus grande discrétion selon Reuters. Ce sont entre 700 à 800 soldats sud-africains qui ont été acheminés la semaine dernière à Lubumbashi, à quelques 1700 km du sud du théâtre des opérations militaires situé entre les deux Kivu. Il se tient ce mercredi un conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le compte-rendu de cette réunion vous sera rapporté dans nos prochaines sessions d'information. Et dans l'attente de ce compte-rendu, interrogeons-nous sur le positionnement économique du pays sur le continent. La Côte d'Ivoire est-elle modèle de résilience économique en Afrique? Eh bien, la question a été posée au panel de haut niveau ouvert à Abidjan cette semaine en marge de la remise du rapport 2024 sur le développement économique en Afrique de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La réponse met bien sûr en évidence la robustesse de notre économie et ce, malgré la conjoncture mondiale. Développement par Jean-Louis Bangbo. Face à une conjoncture mondiale marquée par des crises multiples, la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle moteur dans la résilience économique de la région. C'est l'analyse de la SONICED qui a présenté son rapport annuel 2024 sur le développement économique en Afrique. Le continent africain est un immense terreau d'opportunités, y compris la Côte d'Ivoire. L'économie croît comme il se doit. La Côte d'Ivoire a réussi à créer un environnement économique favorable en investissant dans les secteurs clés comme les infrastructures et l'éducation. Elle a su identifier les secteurs qu'il faut pour diversifier son économie. L'objectif de ce panel de haut niveau était d'explorer les pistes pour maximiser les opportunités de commerce et de financement et d'élaborer des stratégies pour ancrer durablement la Côte d'Ivoire dans le paysage économique régional et mondial. Il ne faut jamais se satisfaire des succès, il faut les apprécier, mais se remettre en cause pour se relancer. Voici un peu la philosophie d'action que nous retenons. La Côte d'Ivoire, par le PND, a su se doter des moyens nécessaires pour renforcer son dispositif économique en faisant en sorte que toutes les crises que nous avons vécues, la crise du Covid, la guerre en Ukraine et toutes les crises régionales que nous connaissons, ne soient pas un frein au développement de la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, nous considérons que ce sont des instruments factuels qui doivent renforcer notre capacité de résilience. Le Premier ministre a en outre mis en exergue le rôle du secteur privé dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Celui-ci devrait contribuer à environ 74% de l'investissement total nécessaire à la mise en œuvre du Plan national de développement du pays, PND 2021-2025. Il faut noter que la CNUSED est le principal organe des Nations Unies chargé du commerce et du développement. Il offre une assistance technique pour aider les pays en développement à utiliser le commerce, l'investissement, le financement et la technologie pour un développement inclusif et durable. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la secrétaire générale, comme on le voit sur ces images de cette conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, témoigne de la résilience de l'économie ivoirienne. Et ainsi, c'est un engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire qui est acté au cours d'une audience avec le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Les deux personnalités ont aussi échangé sur les objectifs de développement national.
Et passons à présent à cette immersion au sein du site militaire qui se prépare à être l'ex-43e BIMA, unité de l'armée française. Le 43e bataillon d'infanterie marine sera dans quelques jours sous le contrôle de l'armée ivoirienne sous une nouvelle désignation. Il sera baptisé du nom du général Ouattara Thomas Dakin, le tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Et avant le départ annoncé des soldats français, une centaine de soldats ivoiriens y est déjà installé et mène différentes activités militaires. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Bientôt, le 43e bataillon d'infanterie de marine, BIMA, unité de l'armée française située dans la commune de Port-Bouët, sera rebaptisé. Ce camp militaire portera le nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Ouattara Thomas Dakin. Les soldats du 1er bataillon du génie de Bouaké, dirigé par le lieutenant-colonel Roméo Kofi, commandant en second du 10 bataillon, sont à la tâche pour marquer les symboles aux couleurs ivoiriennes. Le 1er bataillon du génie a reçu 2 missions principales. La première est de transformer l'identité visuelle de la caserne aux couleurs ivoiriennes. La seconde, bien évidemment, est d'aménager les infrastructures afin de permettre à nos hommes de s'installer durablement et cela dans les conditions les plus optimales. Nous sommes arrivés ici courant 10 janvier et comme activité déjà menée, nous avons procédé au ravalement de certaines façades, la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et l'aménagement de dortoirs, la peinture des miradors qui servent à la sécurisation périphérique de la caserne aux couleurs orange, blanc et vert. Construire un portique d'une longueur de 19 mètres sur une hauteur totale de 8,60 m. Ce portique portera sur sa façade principale les inscriptions suivantes. République de Côte d'Ivoire, ministère d'État, ministère de la Défense, État-major général des armées, camp militaire général de corps d'armée, Ouattara Thomas Dakin. Les signes d'une passation responsable et mature sont visibles à l'entrée du camp. Soldats français et ivoiriens travaillent en bonne intelligence et de façon professionnelle. Plus loin, c'est le même constat. Dans cette salle de classe où se trouvent plusieurs nationalités. L'objet du cours de ce matin, en fait, c'est la présentation des systèmes d'information et de communication des différents pays. Il y a une double vocation à ces présentations. D'une part, un but pédagogique, donc leur permettre, dans le cadre d'une présentation orale, donc de prendre de l'assurance, parce que ce sont de futurs chefs, et également dans un but technique et d'apport de connaissances, donc de partager l'organisation des cycles de leur pays et éventuellement de nous présenter les principaux matériels qui équipent ces armes. Les instructeurs français et ivoiriens dispensent des cours à ces futurs commandants d'unité. Nous sommes à l'Académie militaire des systèmes d'information et de communication. Nous avons un premier stage qui a débuté depuis le 6, qui pendant fait le 25 mars. C'est le cours des futurs commandants d'unité, avec un effectif de 13 stagiaires, 6 Ivoiriens, 7 officiers des systèmes d'information des pays amis, parmi lesquels il y a un Camerounais, un Sénégalais, un Béninois, un Gabonais, un officier sikh de Madagascar, de Djibouti et de la République du Congo. L'encadrement est composé de 6 personnes, dont 5 Ivoiriens et un compagnon français. Au champ des tirs, des soldats ivoiriens voient leurs capacités renforcées. Désormais, ces éléments du 1er bataillon d'Akwedo ont toutes les commodités pour se performer. Aujourd'hui, c'est la première séance de tir pour une unité. Donc c'est la 30e compagnie. Donc c'est une unité qui est arrivée ici il y a environ une dizaine de jours. Nous sommes là juste pour les conseiller, les guider. Je me mets en retrait et ce que je veux, c'est que le directeur de tir, donc le chef de section désigné, applique la réglementation qui est propre au STO. Ils sont au moins 120 soldats issus des forces armées de Côte d'Ivoire à s'entraîner et à vivre sur ce site qui va être perçu comme l'ancien 43e BIMA de Port-Bouët. Je suis à la tête d'une compagnie d'environ 90 PAX et depuis notre arrivée le 20 janvier, nous avons effectué plusieurs aménagements en fonction du cadre des infrastructures qui nous ont été données. Parmi les infrastructures, nous avons des dortoirs, des bâtiments qui servent de bureaux et aussi nous avons accès aux aires de
de détente et aux aires d'entraînement. Donc actuellement, nous occupons nos journées, comme tout militaire, à l'entraînement au combat, à l'instruction, aux activités de cohésion. Quand ils ne sont pas en activité militaire, c'est dans la communion parfaite qu'ils pratiquent le sport avec leurs frères d'armes de la France. Ce mât, portant 2 drapeaux à la place d'armes, n'aura qu'un, celui de la Côte d'Ivoire, probablement le 20 février prochain. Ici, sur ce mur au niveau du poste de commandement, était marqué Force française en Côte d'Ivoire. Ces écritures ont été retirées simplement et à la longue portera poste de commandement quand général de corps d'armée Ouattara Touma Dakin. Et ce portrait sera dévoilé le jour J. Avant cette date, les différents travaux réalisés ont atteint à ce jour un taux compris entre 70 et 75%. Voilà une enseigne qui sera visible à 500 mètres de distance. Et les changements sont de tout niveau. L'accès aux actes de justice est désormais simplifié et mis en ligne. Pour votre certificat de nationalité, par exemple, rendez-vous sur le portail www.ijustice.ci. La procédure vous coûtera 2500 francs, payable via Mobile Money sur l'application TrésorPay. Et chaque document reçu dans un bref délai bien défini et authentifiable, sécurisé grâce au cachet électronique visible et à la même valeur juridique qu'un acte de justice physique. Précision avec Moussa Konaté. Au palais de justice de Yopougon, un QR code affiché. Il donne accès au site internet e-justice, la plateforme de digitalisation et de sécurisation des actes de justice. L'outil désormais pour se faire établir un certificat de nationalité à l'aide de son smartphone ou un ordinateur. Vous allez sur le navigateur, vous aurez un formulaire avec vos informations. Lorsque vous aurez fini de saisir vos informations, on va vous demander d'ajouter les pièces justificatives. Vous le ferez de manière électronique, donc vous allez charger ces différentes pièces. Et le modèle de notre plateforme permet d'analyser en fait les différentes informations qui sont contenues dans vos pièces et de les transmettre à la juridiction. Lorsque la juridiction reçoit votre demande, elle la traite comme ça se faisait au préalable. Et cette fois-ci, l'innovation, c'est qu'à chaque niveau du traitement, vous avez une notification qui vous dit que votre dossier est passé de tel bureau à tel bureau, de tel bureau à tel bureau, jusqu'à ce que la procédure finisse. Après ces étapes, les dossiers sont transmis au juge pour signature. À Yopougon, le président du tribunal procède à la validation des demandes traitées. Lorsque la procédure est achevée, que le magistrat signataire a signé l'acte en question, vous recevez une notification avec un lien sur lequel vous cliquez et vous aurez la possibilité de télécharger en version PDF la version électronique de votre certificat de nationalité. Cette version électronique produit les mêmes effets de droit que la version papier. Le coût de l'acte, il est dans la loi, il est de 2500 plus les frais de service vu que c'est une plateforme électronique qui sont à hauteur de 500 francs. Il faut bien expliquer aux populations. Donc ça fera que l'acte en lui-même, il sera à 3000 francs. Vous initiez la demande aujourd'hui, 3 jours plus tard, vous devez recevoir votre acte signé de manière électronique. Lancé le 30 janvier 2025 par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Sansan Kambili, l'opération est effective depuis le lundi 3 février. À la mi-journée du vendredi 7 février, soit 5 jours plus tard, plus de 1500 demandes de certificat de nationalité en ligne ont été traitées au tribunal de Yopougon. L'innovation vise la célérité pour l'obtention des actes de justice. Fini donc les nombreux déplacements, aussi les intermédiaires et autres démarcheurs. Avec la digitalisation, je pense que ça facilite les choses. Tu payes chez toi et puis tu payes en ligne. Quand tu viens, déjà tu viens pour récupérer, c'est facile. Oui, ça nous évite d'abord la ligne, le rang, les va-et-vient. On dépose le dossier matin, on revient le soir, récupérer. Bon, franchement, c'est bien. Pour quelqu'un qui doit faire son certificat de nationalité à Divo, peut rester par exemple à Bobo pour faire la demande en ligne. Voilà, et ça, c'est à saluer. À cela s'ajoute la fiabilité et la sécurité du document délivré. Aujourd'hui, la fiabilité se trouve dans la donnée. Donc que ce soit sur une feuille blanche où vous imprimez, l'administration aura tous les moyens de vérifier l'authenticité de votre document. C'est infalsifiable et il y a un système de cryptage de données qui est l'un des plus performants au monde aujourd'hui qui est utilisé dans ce système-là. Selon le ministère de la Justice, le certificat de nationalité constitue 60% des actes de justice demandés dans les juridictions. Le processus de numérisation entamé concerne pour les tribunaux de Dabou et Yopougon.
Voilà une procédure digitale simplifiée et en toute transparence. Dans le secteur des eaux et forêts, l'année 2025 s'ouvre également sur de grandes perspectives avec en priorité la valorisation des produits forestiers. Le détail avec Sam Kona. Durant 3 jours, 150 participants issus des structures du ministère des Eaux et Forêts ont fait le point des activités de 2024 et dégagé des perspectives pour 2025. Selon le ministre Laurent Tchagba, l'atelier bilan de 2024, qui s'est déroulé à San Pedro, s'est achevé sur une note de satisfaction. Notre atelier bilan a été un succès car il a permis de définir de nouvelles orientations visant à être plus performants en 2025. Parmi ces orientations pour 2025 figurent en priorité les produits forestiers tels que le bois. La mise en œuvre effective de la stratégie de valorisation des produits forestiers est donc une priorité et un levier essentiel qui nous permettra de tirer plus de profit du bois exploité et améliorer. Pour atteindre ces objectifs, il faut les moyens financiers. Notamment 616 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de la réhabilitation et d'extension des forêts et 320 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la stratégie de valorisation des produits forestiers. L'État ne pouvant pas supporter seul ses besoins de financement, il va falloir aller vers les partenaires et faire des plaidoyers pour la mobilisation des ressources additionnelles, précise le ministre des Eaux et Forêts. Et voyons à présent le programme de développement socio-économique multisectoriel qui est en ce moment porté sur le financement agricole. L'ambition est de rendre rentables, productives les chaînes de valeur, mais aussi permettre de réduire les importations alimentaires par un partenariat bancaire pour un financement donc étranger. Une initiative dans le cadre du Abidjan Legacy Programme rapporté par Juliette Ouéa. Plus de 2000 milliards de francs CFA dépensés dans les importations alimentaires en 2023 par la Côte d'Ivoire. En 2024, les chiffres sont tout aussi lourds. 2024, nos importations pour le riz sont élevées à 610 milliards pour 1,6 million de tonnes. Et pour le poisson, c'est 518 milliards et 732 000 tonnes. Et il y a à peine 10 à 15% qui sont produits localement, donc on est obligé en tout cas d'importer tout ce dont nous avons besoin. C'est pour réduire la dépendance que Abidjan Legacy Programme, plateforme de développement socio-économique multisectoriel, signe un accord de partenariat avec un établissement bancaire. Plusieurs points dans cette collaboration. À travers des projets pilotes, installer des jeunes, aider à tout ce qui est digitalisation, mécanisation. Et puis au cœur du dispositif, même vous avez l'assistance financière. Les banques, vous savez, sont spécialisées dans le commerce de l'argent. Comment mettre à disposition effectivement des investisseurs, en particulier les jeunes et les femmes, certaines ressources financières qui naturellement vont générer des profits, mais surtout créer des emplois et puis aider effectivement à lutter contre la cherté de la vie. Produire ce que nous consommons. Et nous, en tant que Banque africaine, mais cela nous parle. Parce qu'il est temps que ce futur-là, et nous comprenions que c'est en nos mains. Alors arrêtons d'accuser l'Occident. Il est temps nous-mêmes de nous prendre en charge. L'accord de partenariat signé entre Abidjan Legacy Programme et cette institution bancaire couvre l'ensemble du pays et s'étend jusqu'en 2030. Dans la ville de Katiola, le 11e poste à péage est mis en service depuis lundi sur l'axe Bouaké-Katiola. Alors comment les usagers accueillent-ils cette infrastructure dont les fonds tirés serviront à l'entretien des routes? Réponse avec Soro Corona et Kader Sogodogo. Le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier FER, Kamara Touma, s'acquitte de son droit de péage. Par ce geste, le PCA met officiellement en service le poste à péage de Katiola. À sa suite, plusieurs autres usagers traversent le poste en marquant un arrêt pour payer le tarif indiqué. Tout en insistant sur l'importance des postes à péage, les usagers saluent la réduction des coûts de péage en Côte d'Ivoire. Nous avons traversé, nous avons payé 500. Je trouve que le coût du péage est très bon. Nous sommes d'accord pour ça. Pour l'entretien des routes, c'est bon. Pour c'était 1000 francs. Actuellement, franchement, c'est pas bon. Même 500, au moins, c'est bon. À cause de ça, on a payé ça en même temps. Pour qu'on est pressé, on met le flash de on s'en va. Les postes de péage visent plusieurs objectifs. La sécurité des passagers et le confort
des voyageurs. Une bonne route réduit les risques d'accident. Une bonne route fatigue moins les voyageurs. Il y a également le gain en carburant. Une bonne route permet d'avoir une vitesse régulière et de consommer moins de carburant. Pour lutter contre la vie chère, le gouvernement a réduit le coût des péages. Une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une décision prise par le gouvernement, mais sur instruction du président de la République. Parce que le président de la République est à l'écoute de la population. La population l'exprimait plus ou moins, donc le gouvernement a été vraiment à son écoute et a baissé le prix. Et nous voulons donc dire merci au président de la République pour cet acte fort posé au profit des populations. Le poste à péage de Katoula porte à 11 le nombre de postes dans le pays. Dans les jours à venir, 3 autres postes à péage seront mis en service, à savoir les postes à péage de Boissoué sur l'Asso à Bangourou, Bondoukou, et Tikoun, Toulakouro et de Lakuta sur l'Asso Ndoussi, Divo, Gagnoua. Nous sommes à la mi-journée. Parlons donc de cette pâte que l'on peut retrouver probablement dans votre cuisine, la pâte d'arachide. Aux sources de ce intrant principal de notre sauce arachide, l'on retrouve Odette Kassi, une agro-transformatrice qui s'est donnée pour mission de mettre à la disposition des consommateurs ivoiriens et du marché ivoirien une pâte d'arachide bio, 100% naturelle, sans conservateur ni additifs. De quoi faire du bien au palais, mais surtout à votre santé. Alexis Ouetraoko. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le triage d'arachide. Le triage d'arachide. Depuis 2018, Odette Kassi, épouse Baya, s'est spécialisée dans la transformation de produits vivriers naturels, sans conservateurs ni additifs. Tout part d'un reportage diffusé sur les antennes de la RTI. Des consommateurs affirment qu'elle est frélatée, c'est-à-dire mélangée à des substances nocives. Souvent, les femmes mélangent des choses à pain là. Pain sec là. Et puis les femmes prennent des choses à carton d'œufs là. Ils pilent, ils mélangent ça. La présence sur le marché de pâtes d'arachide mélangée avec du carton par certaines commerçantes au détriment de la santé des populations. Pour Odette, il y a là un défi à relever. Originaire de la ville de Mbato dans la région du Moronou, elle monte une coopérative avec les productrices d'arachide dont elle achète le rendement. Des denrées séchées et prêtes à être transformées dans la petite unité qu'elle a mise sur pied à Bobo. On va griller l'arachide, donc on va vers le torréfacteur. Une fois c'est grillé, on refroidit l'arachide ici. On envoie dans cette machine qui va enlever la peau. On va vendre. Bon, après, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un autre corps étranger dedans. Donc on va trier encore une deuxième fois. On va trier encore une deuxième fois avant de piler l'arachide. Il y a d'autres entreprises, les fabricants qui prennent, qui reconditionnent à leur marque, à leur nom. Maintenant, au niveau de la France aussi, il y a des dames là-bas qui prennent des seaux pour aller revendre sous les marques aussi. Et le produit final de la pâte d'arachide 100% naturelle, avec à la clé un certificat de conformité. Vous voyez comment la pâte est. Elle est très, très, très délicieuse. Bien molle. On voit rien dedans. On voit uniquement que la pâte d'arachide, la couleur de la pâte d'arachide. Pour être comme pour plusieurs autres agro-transformatrices certifiées, manger sainement est aujourd'hui à la portée de tous. Voilà une belle pâte d'arachide qui donne des idées pour nos prochains menus. Nous partons dans la ville de Bouaké où les valeurs culturelles du peuple Tagbana ont été célébrées par les ressortissants des sous-préfectures de Tafiré, Badika et Niedieka. Une occasion de prôner l'esprit de cohésion sociale et de fraternité entre ces ressortissants Tagbana et les autres communautés vivant à Bouaké. Le récit de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Promouvoir la culture tagbana
en développant l'esprit de fraternité et de cohésion sociale entre les Tagbanans vivant à Bouaké et entre Tagbana et les autres communautés, principalement le peuple baoulé, leur hôte. Tels sont les objectifs qui s'est assigné l'association des ressortissants des sous-préfectures de Tafiré, Badika, Nidieka, au foyer des jeunes au quartier Koko. Cette structure organise la 2e édition de la journée socio-culturelle. La promotion de la culture en pays Tagbana est le thème de cette activité. Le leitmotiv de notre association, c'est d'abord regrouper tous nos parents qui sont résidents ici à Bouaké et de participer activement au développement de la ville de Bouaké. Et par la suite, nous retrouver sur notre terre natale afin que nous puissions dire aussi notre mot qui concerne le développement aussi de notre chère patrie, Tafiré, Badika et Nidieka. Parrain, le directeur général du guichet unique du foncier et de l'habitat, Ousmane Koulibaly, invite ses fidèles à consolider le vivre ensemble et à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, tout en exhortant à favoriser le vivre ensemble en cette année électorale. Si on perd notre culture, on aura perdu nos racines. Aux jeunes, je dois dire de ne pas suivre les appels des sirènes. On leur demande de développer la Côte d'Ivoire, de développer le handball. Des danses traditionnelles et des séances de gastronomie ont meublé cette journée socio-culturelle qui a drainé un public venu des régions de Béké, du Bélier, du Béré et du handball. Et avec ces célébrations, nous disons bonjour Dimbokro, l'équipe de production du Bonjour Tour du groupe de la RTI s'est rendue il y a quelques semaines dans la région du Nzi et les humoristes apportés avec cette équipe ont, avec leur savoir-faire, apporté toutes les nouvelles d'Abidjan. Le reportage de Pargassoro connaît Demadangui. Dimbokro, région du Nzi, il est 19h. Mariam Koulibaly, l'animatrice vedette de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI, est fin prête pour le spectacle de Dimbokro. Une fois dans son véhicule, direction l'esplanade de la Citaraï le choisit pour accueillir la messe du rire. Après une dizaine de minutes de route, Mariam Koulibaly est là. Le public et les autorités aussi. Chacun suit les humoristes locaux choisis pour la première partie du spectacle. Derrière le podium, l'animatrice écoute les dernières consignes du producteur délégué et de la chargée de production. L'une des infirmières saisit l'occasion pour un contrôle rapide du pôle. Mariam se porte bien et c'est toute heureuse qu'elle retrouve le public de Dimbokro. C'est le début du spectacle. Les humoristes, eux, ne manquent pas d'ingéniosité. Ils font montre de leur savoir-faire. Dans une famille, quand tu n'as pas l'argent, quand il y a marmite au fait, c'est ton débardé, on prend pour décharger. Vous voyez ce monde, restons ensemble dans la parfaite cohésion pour donner le meilleur et surtout pour construire notre belle Côte d'Ivoire. Bonjour Dimbokro, une invitation du ministre Adama Koulibaly, maire de Dimbokro, représenté par le préfet des régions. Je voudrais, au nom de monsieur le ministre Adama Koulibaly, saluer la population de Dimbokro, saluer en particulier l'équipe de RTI. Je souhaite simplement que tous ceux qui vont prester puissent donner de la joie à Dimbokro. Le public n'a pas boudé son plaisir. Il est reconnaissant à cette initiative du ministre des Finances et du Budget, parrain de Bonjour Dimbokro. Il y a ri comment même, il ne sait pas comment il faut rire. Je suis contente. Beaucoup apprécié, je me suis beaucoup marrée et c'était très divertissant. Vraiment, nous sommes ravis de nos humoristes. On les remercie sincèrement. Il faut que vraiment l'année prochaine, ils reviennent nombreux encore pour nous égayer. Ce sont des populations de Dimbokro satisfaites du spectacle qui réclament le retour de cette messe du rire de la radiodiffusion télévision ivoirienne en 2026. Et dans la commune d'Adjamé, on met en avant le développement et l'éducation, développement local, avec le festival culturel d'Adjamé, le FETCAD, qui s'est tenu, qui a été lancé le 10 février dernier, donc lundi, à la fête des fêtes de la mairie d'Adjamé, en présence du maire Farikou Soumaoro et de plusieurs autorités et partenaires institutionnels de ce festival, placé sous le thème « L'éducation, vecteur de croissance pour la commune d'Adjamé ».
Et l'actualité internationale à présent, l'Afrique du Sud aurait, dans la plus grande discrétion, envoyé des renforts militaires il y a une dizaine de jours en RDC, du matériel militaire et plusieurs centaines d'hommes, entre 700 à 800 soldats sud-africains acheminés à Lubumbashi, selon l'agence de presse Reuters. Des renforts qui viennent s'ajouter aux quelques 2700 soldats déployés déjà au sein de la MONUSCO et de la Samir RDC, la force de la SADC également. Fin de ce journal que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent après-midi sur RTI 1 et on se retrouve demain pour une autre édition à 13h.